Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Imaginez, vous développez un smart contract, vous le déployez sur le blockchain et quelques heures plus tard, 150 millions de dollars disparaissent. C'est exactement ce qui s'est passé avec The DAO en 2016 et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les 5 vulnérabilités blockchain les plus dangereuses. Celles qui ont coûté des milliards de dollars et qui continuent à faire des victimes chaque année. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les mécanismes techniques derrière chaque vulnérabilité, des cas réels d'exploitation avec leur impact financier, comment identifier ces failles dans votre code et surtout comment vous en protéger efficacement. Que vous soyez développeur, blockchain ou auditeur de sécurité ou tout simplement passionné par la crypto, cette vidéo va vous donner les clés pour comprendre les pièges les plus redoutables de l'écosystème blockchain. Alors installez-vous confortablement et c'est parti. Avant de plonger dans le vif du sujet, quelques chiffres pour bien comprendre l'ampleur du problème. En 2023, plus de 1,7 milliard de dollars ont été volés via des exploits de smart contracts. En 2024, on dépasse déjà les 2 milliards. Et le plus inquiétant, la majorité de ces actes exploitent les mêmes vulnérabilités encore et encore. Pourquoi? Parce que la blockchain est un environnement très différent du développement web traditionnel. Ici, chaque ligne de code est publique et auditable par tous, immuable une fois déployée et gère souvent des millions de dollars. Un simple oubli, une petite exigence et c'est la catastrophe. Maintenant, entrons dans le concret avec la vulnérabilité numéro 1. La première vulnérabilité de notre liste est sans doute la plus célèbre de l'histoire de la blockchain, la Retrency Attack, celle qui a causé le hack de The DAO en 2016, entraînant le vol de 3,6 millions d'ETH, soit environ 150 millions de dollars à l'époque. Un événement si traumatisant qu'il a conduit à la séparation d'Ethereum en deux blockchains distincts, ETH et ETC. Mais concrètement, qu'est-ce qu'une attaque par réentrance? Imaginez que vous allez retirer de l'argent à un distributeur automatique. Le distributeur vérifie que vous avez assez d'argent, vous donne les billets, puis met à jour votre solde. Le problème entre l'étape 2 et 3, si vous pouvez rappeler la fonction de retrait, le distributeur va vérifier votre solde, qui n'a pas encore été mis à jour. Vous pourriez donc retirer de l'argent indéfiniment. C'est exactement ce qui se passe dans un smart contract vulnérable. Regardons un exemple de code vulnérable. Donc, je vous mets là. Donc, vous le voyez bien. Donc, le problème est dans l'ordre des opérations. Quand on fait message.sender.call, on donne le contrôle au contrat appelant. Et si ce contrat est malveillant, il peut rappeler la fonction restore avant que notre solde, pardon, ne soit à jour. Résultat, il peut vider tout le contrat. Le hack de The DAO en 2007 est l'exemple parfait. The DAO était un fonds d'investissement décentralisé qui avait levé 150 millions de dollars. Un attaquant a découvert cette vulnérabilité de réentrance dans la fonction de retrait. Il a créé un smart contract malveillant qui appelait la fonction de retrait. Dans la fonction fallback, il rappelait immédiatement la fonction de retrait, répétait l'opération jusqu'à vider le contrat. En quelques heures, 3,6 millions de TH ont été drainés. C'était tellement grave que la communauté Ethereum a dû voter pour un hard fork, créant ainsi Ethereum classique. Alors, comment se protéger contre les attaques par réentrance? La première solution, c'est le pattern checks, effect, interactions. Toujours suivre cet ordre. Check, vérifier les conditions. Effect, mettre à jour les états. Interaction, faire les appels externes. Donc, je vais vous montrer, bien évidemment, un cas. Hop, voilà. La deuxième solution, c'est utiliser un reentrancy guard. OpenZeppelin propose un modifier qui bloque automatiquement les appels faits entrant, ce qui est une bonne solution. Hop, voilà. Ces deux techniques combinées rendent vos contrats quasiment invulnérables aux attaques par réentrance. Passons maintenant à la deuxième vulnérabilité, les débordements quantiques, aussi appelés integer overflow et underflow. Cette vulnérabilité a notamment causé le hack du token BEC, Battery Chain, pardon. En 2018, donc, permettant à des attaquants de créer des milliards de tokens à partir de rien. Pour comprendre cette vulnérabilité, il faut savoir que dans Solidity, les nombres entiers, eux, ont des limites. 1,
Wint8 peut stocker des valeurs de 0 à 255. Un Wint256 peut stocker des valeurs de 0 à 2 puissance 256 moins 1. Un overflow, c'est quand ce qui se passe, overflow, c'est d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe si on ajoute 1 à 255 dans Wint8? Au lieu de gérer une erreur, le compteur revient à 0. Donc 255 plus 1 égale 0, donc c'est un overflow. Voilà. Alors, et si on soustrait 1 à 0, 0 moins 1 égale 2 puissance 256 moins 1. Donc c'est un underflow. Imaginez les dégâts dans un smart contract gérant de l'argent. Je vous montre un exemple vulnérable. Donc, hop, voilà. Donc, si quelqu'un réussit à provoquer un underflow sur son propre sol, il peut se retrouver avec un montant astronomique de tokens. Le hack du token Beauty Chain en avril 2018 illustre parfaitement ce problème. Les attaquants ont exploité une vulnérabilité d'overflow dans la fonction batch transfer, comme je vais vous montrer là. Hop. Donc, en envoyant une liste de deux adresses avec une valeur de 2 puissance 255, le calcul 2 fois 2 puissance 255 causait un overflow, résultant en une valeur proche de 0. Les attaquants ont ainsi pu créer des milliards de tokens, rendant le token complètement inutilisable. La bonne nouvelle, depuis Solidity 0.8.0, les débordements génèrent automatiquement une erreur. Plus besoin de vérification manuelle. Le compilateur le fait pour vous. Mais si vous travaillez avec une version intérieure, utilisez toujours la bibliothèque CFMath d'Open Zeppelin. Hop, je vous la mets, la bibliothèque. Et voilà, c'est magique. Donc, quelques recommandations, ben, utilisez Solidity 0.8.0 ou supérieur. Si vous devez utiliser une version intérieure, SafeMath est obligatoire. Testez toujours les cas limites, valeur maximale et minimale. Auditez particulièrement les fonctions arithmétiques. La troisième vulnérabilité est un peu différente. Il ne s'agit pas d'un bug dans le code, mais d'une exploitation de la nature publique de la blockchain. Je parle du front-running et du MEV, Maximal Extractable Value. Ces data ont généré plus de 600 millions de dollars de profit pour les attaquants en 2023. Sur la blockchain, toutes les transactions sont publiques avant d'être confirmées. Elles attendent dans un espace appelé la même pool. Le front-running, c'est quand un attaquant observe une transaction intéressante dans la même pool, copie cette transaction, soumet sa propre transaction avec des frais de gaz plus élevés, sa transaction est donc traitée en premier. Imaginons un scénario concret. Vous devez détecter qu'un token va être listé sur un DEX et son prix va exploser. Vous créez une transaction pour acheter ce token à 1 $ avant l'annonce. Un bot même voit votre transaction dans le même pot. Il crée alors une transaction qui achète le token avant vous, avec des frais plus élevés. Il attend que votre transaction s'exécute, ce qui fait monter le prix, revend immédiatement avec le profit. Résultat, le bot gagne de l'argent et vous vous retrouvez avec un prix d'achat beaucoup plus élevé que prévu. Les trois types de front-running, c'est déjà en premier le displacement, donc copier votre transaction pour prendre votre place. La deuxième, c'est l'insertion, insérer une transaction, deux des vôtres. Et 3, la suppression, donc empêcher votre transaction de passer. La même, maximal executable value, extractable value, pardon, et l'évolution du front-running. Les mineurs et les validateurs peuvent réorganiser les transactions dans un bloc, insérer leurs propres transactions, censurer certaines transactions. C'est devenu une véritable industrie avec des bots sophistiqués qui analysent la même pool en permanence. Les exemples d'exploitation MEV sont partout. Il y a déjà sandwich attacks sur Uniswap, les bots MEV scannent les gros ordres sur les DEX. Quand ils détectent un achat important, la première transaction, ben, le bot achète avant vous. Transaction 2, votre achat qui fait monter le prix. Troisième, le bot revend avec profit. Vous payez plus cher, le bot empoche la différence. En deux, il y a la liquidation DeFi. Sur des protocoles comme Compound ou AWAL, quand une position devient liquidable, c'est une course entre bots pour être le premier
à la liquider et toucher la récompense. Certains bots payent des frais de gaz astronomiques, parfois sans ETH ou plus, pour être certain de passer en premier. Ensuite, il y a l'arbitrage NFT. Lors des mints de NFT populaires, des bots front-runner ruinent les transactions pour acheter avant tout le monde, puis revendent immédiatement sur le marché secondaire. Se protéger du front-running est complet. Mais voici les meilleures pratiques. Ben déjà, il y a le commit however pattern. Au lieu de soumettre votre transaction, ben, en première étape, vous soumettez un hash de votre transaction, un commit. Ensuite, après confirmation, vous révélez les détails, revolve. Hop, je vais vous montrer. Alors, et voilà. En deuxième, il y a le slippage protection sur les DEX. Donc, définissez toujours un slippage maximum. Hop. Ensuite, en troisième, il y a le private post. Donc, utiliser des services comme Flashbot qui permet de soumettre des transactions privées. Eden Network, une alternative similaire. Wave Blocker, une protection automatique. Vous pouvez aussi limiter les informations publiques, donc ne pas exposer plus d'informations que nécessaire dans les events, utiliser des time blocks pour les opérations sensibles, batch les transactions quand c'est possible. Il y a aussi la surveillance active qui est fondamentale, donc vous monitorez votre main pool, détectez les comportements suspects et vous allez avoir des alertes mises en place. La réalité, il est impossible d'éliminer complètement le risque même sur une blockchain publique, mais ces protections réduisent drastiquement votre exposition. La quatrième vulnérabilité concerne le contrôle d'accès, probablement la source la plus fréquente de hack dans l'écosystème DeFi. Parity Wallet en 2017, One in Bridge en 2022, des centaines de millions perdus à cause de mauvaise gestion des permissions. Le contrôle d'accès, c'est déterminer qui peut faire quoi dans votre smart contract. Les erreurs les plus communes déjà, c'est les fonctions publiques non protégées, comme ce que je vais vous montrer à l'instant. Vous avez aussi donc le modifieur manquant. Là, c'est les mauvaises pratiques que je vous donne. Donc, il faut pas les faire. Il y a aussi le tx.origin au lieu de message sender. Hop, hop. Ensuite, il y a la délégation de pouvoir non sécurisé. Ces erreurs sont basiques, mais elles sont extrêmement courantes en production. D'ailleurs, je vais vous donner un cas réel, celui du Parity Wallet. Le hack du Parity Wallet en 2017 est un cas d'école, parce qu'un développeur avait créé une librairie utilisée par des centaines de wallets. Cette librairie contenait une fonction init wallet qui pouvait être appelée par n'importe qui. Donc, hop, voilà le cas d'école. Donc, l'attaquant a appelé initWallet sur la librairie partagée. Il a pris le contrôle de la librairie, puis il a appelé une fonction euh, M1, je dirais pas le mot parce que il me semble que c'est censuré par YouTube. Donc du coup, pour détruire le contrat. Donc, résultat, tous les wallets qui dépendaient de cette librairie sont devenus inutilisables. 300 millions de dollars gelés pour toujours. En 2022, le hack de Ronin Bridge 625 millions de dollars étaient aussi dus à un contrôle d'accès défaillant. Les attaquants ont compromis 5 des 9 clés privées nécessaires pour valider les transactions. Donc, il faut sécuriser le contrôle d'accès correctement. En utilisant les modifieurs d'Open Zeppelin déjà, hop, il y a le deuxième, le, le principe du moins de privilèges, donc donner seulement les permissions nécessaires, utiliser des rôles granulaires, implémenter des time blocks là, pardon, pour les actions critiques, hop, comme là. Le multi-sig aussi pour les opérations critiques, donc n'utilisez jamais une seule clé pour contrôler un contrat qui gère des fonds importants. Il y a aussi les tests exhaustifs. Vaut mieux trop de tests que pas assez, comme là. Hop. Bon, il n'y a pas beaucoup de tests, mais c'est déjà pas mal. Aussi, les audits de sécurité, donc il faut toujours auditer votre code par des experts avant de gérer des fonds réels.
Le contrôle d'accès, c'est votre première ligne de défense. Ne le négligez jamais. Dernière vulnérabilité, mais pas la moindre, la manipulation d'oracles. Les oracles, ce sont les ponts entre la blockchain et le monde réel. Ils fournissent des données externes, puis des tokens, résultats sportifs, données météo. Le problème, si un attaquant peut manipuler un oracle, il peut manipuler tout le protocole qui en dépend. Et ça a coûté plus de 400 millions de dollars en 2023. Pourquoi les oracles sont-ils vulnérables? Ben déjà, en premier, il y a les oracles centralisés. Si vous utilisez une seule source de données, c'est un point de défaillance unique. Hop, comme je vais vous montrer là. Hop. Il y a aussi le flash loan price manipulation, l'attaque la plus courante, qui utilise des flash loans pour manipuler les prix sur index. Donc, le scénario d'attaque, c'est l'attaquant emprunte 100 millions via flash loan, achète massivement le token 1 sur Uniswap, le prix de 1 explose artificiellement, un protocole lit ce prix manipulé depuis l'oracle, l'attaquant exploite ce prix gonflé en point excessif, liquidation injuste, oui, rembourse le flash loan et profit. Tout cela dans une seule transaction. Il y a aussi le time of check, time of use, le tuk-tuk. Le prix peut changer entre le moment où vous lisez et celui où vous l'utilisez, comme ce que je vais vous montrer là. Hop, hop, alors, hop, voilà, et voilà. Donc, il y a un cas réel, le Mango Market, parce qu'en 2022, en octobre d'ailleurs, Mango Market a été exploité pour 110 millions de dollars via la manipulation d'oracles. Du coup, l'attaquant, il a déposé 5 millions en collatéral. Il avait une grosse position sur le token Mengo. Sur un autre compte, il achète massivement du Mengo avec un flash loans. Le prix du Mengo a explosé pendant son collatéral artificiellement énorme. Il emprunte le maximum possible contre ce collatéral gonflé, a laissé la position avec un collatéral insuffisant une fois le prix revenu à la normale. Il y a d'autres exemples notables avec Cream Finance, donc 130 millions de dollars en 2021, Warp Finance avec 8 millions en 2020, Harvest Finance avec 24 millions en 2020, tous exploitent la même vulnérabilité, des oracles de prix facilement manipulables. Donc, comment se protéger des manipulations d'oracles? Ben déjà, utiliser des oracles décentralisés. Chainlink est la solution la plus robuste. Alors, je vais vous montrer, je vais vous donner le code. Donc, hop, tac, 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 hop, voilà. Ensuite, il y a le Time Weighted Average Price, donc le TWAP. Utilisez, mais le prix spot instantané. Utilisez une moyenne sur plusieurs blocs. Donc, je vais vous donner un exemple. Tac, hop, voilà. Il y a aussi la limite de variation de prix. Donc, c'est relativement simple. Hop. Il y a aussi les sources multiples. Donc, vous combinez plusieurs oracles et vous utilisez la médiane, un peu comme si vous faisiez des maths. Hop. Donc, aïe, je sais même pas pourquoi j'y allais. Ensuite, vous avez le circuit breakers. Donc, vous suspendez automatiquement le protocole en cas d'anomalie. Ça peut toujours servir. Hop là. Hop. Mince. Voilà, c'est mieux. Donc, maintenant, au niveau des pratiques, ben, préparez toujours Chainlink ou d'autres oracles décentralisés. Utilisez des TWAP plutôt que des prix spot. Implémentez des limites de variation. Ayez plusieurs sources de prix. Testez vos oracles en conditions adverses. Et voilà, on arrive au terme de cette vidéo. On a décortiqué ensemble les 5 vulnérabilités blockchain les plus dangereuses. Le Sentry Attack avec The DAO,
150 millions de dollars, toujours suivre Check Effect Interaction. Ensuite, on a vu Integer Overflow et Underflow avec Back Token. Donc, utilisez toujours Solidity 0.8 plus ou SafeMap. On a vu ensuite Front Running et Map avec 600 millions de dollars en 2023 avec le Commit Reveal, le Slippage Protection et le Private Main Pulse. On a vu aussi les Access Control Failures avec Parity Wallet, 300 millions de dollars, avec les modifiers, le multisig, les principes du moindre privilège. On a vu aussi Oracle Manipulation avec Mongo Market avec 110 millions de dollars, avec Chainlink, Twap, les sources multiples. Ces vulnérabilités ont coûté des milliards de dollars, mais elles sont toutes évitables avec les bonnes pratiques. La sécurité en blockchain, ce n'est pas une option, c'est une nécessité absolue. Mes conseils finaux, ben, formez-vous en continu. La sécurité blockchain évolue chaque jour. Utilisez les bibliothèques auditées comme OpenZip. Testez, testez et testez encore vos smart contracts. Faites auditer votre code par des experts avant tout déploiement en prod. Restez humble, même les meilleurs développeurs font des erreurs. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos sur la blockchain et la cybersécurité. Et surtout, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà été victime de l'une de ces vulnérabilités ou avez-vous d'autres questions sur la sécurité blockchain? Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, codez safe.